Le 6 mai 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Kid d'Espagne, The Kid from Spain, texte intégral. Nous avons lu sous la plume de plusieurs confrères que ce nouveau film faisait regretter Whoopi et Palmy Days. Imagerie jolie et brillante, fastueux numéro de music-hall dont on avait reconstitué dans Whoopi jusqu'à la couleur ronde et jeu rythmé de Girls, merveilleuse, conduite par la même vedette, le trémulant Eddie Cantor. On écrit que The Kid from Spain est un peu décevant parce qu'on n'en retient pas aussi aisément la musique que l'on n'y voit pas autant les belles filles de Californie. Il faudrait s'entendre. Si l'on a une prédilection affirmée pour le musical agréablement filmé, sans doute préférera-t-on revoir Whoopi. Mais si l'on aime rechercher parmi les innombrables transfuges du cabaret, du cirque, des théâtres de variété, ceux qui ont trouvé à l'écran leur véritable emploi, dont la fantaisie se multiplie devant la caméra, on ne peut manquer d'aimer Kid from Spain. Il est assez paradoxal que les chroniqueurs du cinéma n'arrivent pas à tomber d'accord sur des cas de cette sorte. À Hollywood, on s'est aperçu qu'Eddie Cantor valait beaucoup mieux que son rôle de bonimenteur. Dans son nouveau film, on a réduit les numéros à grand spectacle. Ceux que l'on voit sont d'ailleurs très plaisants pour laisser le plateau à ses gambades et facéties. Le scénario, comme il sied, est abracadabrant, mais grâce au découpage rapide, à l'abondance des avatars, il a le charme de l'improvisation. On y reconnaît cette sorte de prodigalité dans les effets comiques, enfantin mais irrésistible, qui n'appartient qu'aux excentriques du cinéma américain lorsqu'ils sont en verve. L'essentiel, c'est que le spectateur n'ait jamais le temps de reprendre son haleine et son sang-froid. On y est fort bien arrivé cette fois, et tous les auteurs consciencieux vous diront que ce n'est pas facile. Les événements se précipitent à une allure folle. Ce comique exige que le héros soit perpétuellement menacé aux prises avec une accablante fatalité. Étudiant, il est chassé de son collège pour avoir été, sans le savoir, le complice d'une farce trop grosse. À la porte d'une banque, des bandits grimpent subrepticement dans sa voiture et l'obligent à les conduire. Il parvient à alerter un policeman, le prend à bord, mais les gangsters envoient sur le pavé le représentant de la loi, tandis que le chauffeur, malgré lui, à vrai dire, ces charmantes clowneries sont si bien traduites en images qu'elles ne se racontent pas, ne se résument pas. Gracié in extremis par les bandits, le héros cherche à passer la frontière d'un invraisemblable Mexique. Ça ne va pas tout seul, bien qu'il essaye de corrompre le douanier, transpirant sous son képi, en lui présentant des sorbets en guise de passeport. Il se faufile enfin, mais le pays n'est guère hospitalier. Partout, la mort, le peloton d'exécution, le pistolet des jaloux, les cornes du taureau, car il a dû, pour échapper à un sort pire, se costumer en toréador. Mais Eddie Cantor est de la race des clowns heureux qui déjouent le destin par leur vivacité. Il parvient à la fin à chloroformer le taureau. Des qualités indispensables du pitre, Eddie Cantor a la petite taille, la candeur, la distraction et, de plus, il est toujours amoureux. Mais les belles lui sourient très vite et, fourvoyé par son ingénuité, il a toujours la présence d'esprit de chercher la porte de sortie. Il est tour à tour naïf et malicieux, ce qui n'est pas si contradictoire. Irlandais de sang bouillant, le cheveu et le regard noir de jet, il apporte dans le flegme yankee une note vive et nerveuse. La mobilité devient chez lui un don physique analogue à la légende d'air souplesse de Douglas Fairbanks et qu'il communique à ses moindres jeux de physionomie. Deux comparses peuvent tenir près de lui les propos les plus insignifiants, il n'est pas nécessaire de les écouter. Toute la scène se joue dans les mines d'Eddie Cantor. Auditeur bienveillant, condescendant, intrigué, attristé, épouvanté. Avec cela, tous les talents acrobatiques de la piste et une amusante voix de ténor dont il n'abuse pas. Pourquoi cite-t-on du bout de la plume ce charmant farceur, alors que l'on accorde, par habitude peut-être, une telle indulgence aux lugubres échecs de Buster Keaton ?